Rocoste pour le groupe SRC pour 10 minutes. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Madame, Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, la proposition de loi relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte qui nous est proposée est l'occasion pour le Parlement de renforcer notre dispositif de sécurité sanitaire et environnementale et par là même de concourir à réconcilier la société civile avec notre appareil de veille sanitaire. Depuis le début des années 90, l'actualité est rythmée par des scandales retentissants qui ont eu pour conséquence d'occasionner nombre de souffrances pour nos concitoyens et d'en inquiéter fort légitimement d'autres. Hormones de croissance, amiante, Mediator, bisphénol A, derrière ces mots, il y a des scandales. Et derrière ces scandales, il y a des victimes. Malgré la création d'agences de veille, de nouveaux risques continuent de se révéler, et je pense en particulier, ce qui a été déjà évoqué, aux inquiétudes actuelles au sujet des pilules de 3e et de 4e génération. Malgré ces garde-fous, la diffusion des alertes sanitaires et environnementales, quand elles sont entendues, est souvent entravée par de multiples pressions auxquelles sont soumis les lanceurs d'alerte potentiels, et les risques de conflits d'intérêts restent une réalité. Alors ces problématiques ne sont pas nouvelles et les parlementaires s'y sont penchés depuis longtemps. En 2005, une proposition de loi avait été déposée par le sénateur Claude Saunier pour prévoir la création d'une haute autorité de l'expertise publique. En 2008, le rapport de Mme Marie-Christine Blandin pour l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques avait préconisé d'élaborer un projet de loi sur l'alerte et l'expertise dans le domaine de la santé environnementale. Cette même année 2008, un second rapport de Mme Corinne Lepage sur la gouvernance écologique a formulé des propositions visant à rénover l'expertise et notamment la mise en place d'une haute autorité de l'expertise. La loi de programmation du Grenelle I de 2009 devait permettre de répondre au besoin de restaurer la crédibilité de l'expertise publique et de protéger les lanceurs d'alerte. Le gouvernement précédent devait présenter un rapport au Parlement au plus tard 1 an après la promulgation de la loi, afin de traiter de l'opportunité de créer une instance propre à assurer la protection de l'alerte et de l'expertise. Ce rapport n'a jamais été fourni. La question a ensuite été relancée à l'occasion d'une commission d'enquête sur le rôle des firmes pharmaceutiques au Sénat en 2010, et puis bien sûr en 2011, lors du rapport de la mission commune d'information sur le Mediator. S'il est vrai que la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a apporté de premières améliorations notables, telles que l'obligation de publication par les entreprises de la liste des contrats signés avec les chercheurs, la production de déclarations d'intérêt, l'interdiction de toute discrimination contre les lanceurs d'alerte, ce texte, limité au domaine sanitaire, est manifestement insuffisant. Aujourd'hui, les expertises sont trop souvent suspectées de compromission avec les lobbies. Après plusieurs crises sanitaires majeures, si cette réaction est compréhensible, cette défiance nuit également à l'expertise scientifique dont nous avons besoin afin d'assurer notre sécurité sanitaire collective. L'enjeu est donc tout à la fois d'améliorer notre vigilance et de trouver le juste équilibre entre protection et réhabilitation de notre recherche scientifique et sa crédibilité, qu'elle soit publique ou privée. Car il ne peut y avoir de progrès humain sans recherche et innovation. En ce sens, cette proposition de loi a un double intérêt. Elle permet à la fois de définir les conditions de l'indépendance de l'expertise et la déontologie. Elle permet aussi de clarifier et de préciser le cadre juridique concernant les lanceurs d'alerte. La création de la Commission nationale de la déontologie et des alertes est une avancée notable. À la création d'une nouvelle autorité administrative supplémentaire, nous avons jugé préférable pour des raisons entre autres financières évidentes, à l'heure où notre gouvernement s'est engagé de façon ambitieuse et sans précédent dans le redressement de nos finances publiques, la forme d'une commission rattachée à une instance administrative. Cette commission sera chargée d'établir les principes déontologiques propres à l'expertise scientifique et technique. En effet, si certaines agences ont défini en leur sein un code de déontologie, et je pense bien sûr à l'ANSES, ces initiatives restent isolées et les codes divergent entre les différentes agences. Le travail de recherche et d'études comparatives, en s'inspirant de modèles étrangers menés par la Commission, permettra ainsi d'unifier les règles de déontologie au sein des différents établissements et organismes publics et permettra à la Commission de veiller à l'indépendance de l'expertise scientifique et bien de s'assurer qu'elle repose sur les 3 piliers rappelés par M. Mortureux lors de son audition:
le respect de la déontologie et de l'éthique contre tout risque de conflit d'intérêts, une expertise collective et contradictoire, la garantie d'une diversité des sources scientifiques issues d'organismes de recherche publics ou privés. Dans un second temps, la Commission aura pour rôle de tenir un registre des alertes, de les transmettre aux ministères concernés et d'assurer leur suivi. La transparence nécessaire des travaux de cette commission est formalisée par la publication d'un rapport annuel ayant pour vocation de porter à la connaissance du public le registre des alertes ainsi que les suites qui leur ont été données. Le deuxième point essentiel de ce texte, c'est la reconnaissance de l'utilité du lanceur d'alerte et par là même sa définition ainsi que sa protection. Tout comme le projet de loi sur la participation du public que nous avons voté il y a quelques semaines. Cette proposition de loi est une fenêtre qui s'ouvre en direction de la société civile et témoigne de notre volonté de renforcer la démocratie sanitaire et environnementale en permettant la contribution des citoyens tout en assurant le suivi de leur alerte et de leur protection. Nous sommes convaincus que l'implication des citoyens est le pendant de la crédibilité de l'action publique. Dès lors, toute personne de bonne foi qui aurait connaissance d'un danger pour la santé ou l'environnement doit pouvoir être entendue sans crainte et protégée juridiquement. C'est à l'État qu'il appartient d'assurer cette protection face aux intimidations, aux procédures judiciaires que subissent des citoyens, souvent scientifiques eux-mêmes, qui ont acquis une expertise fort utile à l'intérêt général. Et à travers ce texte de loi, il nous appartient également de mettre en place un circuit administratif qui garantisse le suivi et le traitement des alertes. Je crois que cet équilibre que nous avons recherché et trouvé au sein de nos travaux dans les commissions devrait tout à la fois rassurer nos concitoyens, mais également le monde de la recherche et de l'économie, et permettre néanmoins de faire progresser sensiblement notre dispositif de veille sanitaire. Avant de conclure, je souhaiterais souligner la qualité des auditions menées par les rapporteurs pour la Commission des affaires sociales et du développement durable, nos collègues Maryline Reynaud et Jean-Louis Roumégas. Je tiens également à remercier Jean-Paul Chanteguet, président de la Commission du développement durable et aménagement du territoire, pour la confiance qu'il nous a accordée. Pendant le travail législatif que nous avons entamé en commission, nous avons également apprécié l'accueil et l'écoute que le gouvernement nous a réservés. J'espère que cette discussion permettra de nous rassembler autour de cette ambition. Je vous remercie de votre écoute. Merci.